La ville de Lyon, comme vous le savez, est une ville qui est riche d'un patrimoine archéologique antique divers, dont un patrimoine monumental exceptionnel, qui n'est pas toujours bien connu et qui n'est pas toujours bien mis en valeur, au nombre duquel figurent des vestiges en place et des pièces lapidaires de monuments de spectacle. La conférence est bien trop courte pour parler de tous les aspects en lien avec ces vestiges, avec ces monuments de spectacle. J'ai choisi aujourd'hui de présenter une toute petite partie de l'histoire concernant les travaux et les interprétations sur un des édifices de spectacle dont il reste des vestiges en place. Et vous savez que Lyon actuel a la chance de conserver des vestiges de 3 édifices de spectacle, un théâtre et un odéon à Fourvière, un amphithéâtre à la Croix-Rousse. Par manque de temps, mes propos sur l'historiographie concerneront principalement les périodes anciennes, à l'époque où il n'y avait pas de réglementation sur l'archéologie. Pour ne pas que vous soyez perdus dans le vocabulaire, même si je me concentrerai sur un édifice, il faut aussi préciser que les interprétations ont été très confuses sur l'ensemble des monuments de spectacle. Il y a de quoi se perdre en effet dans les interprétations, dans les identifications anciennes sur ces monuments. Si je schématise l'état des connaissances au XIXe siècle, le théâtre à Fourvière était interprété comme un amphithéâtre pour des jeux de gladiature, plus précisément comme ce qu'on appelle l'amphithéâtre des martyrs. L'amphithéâtre de la Croix-Rousse, qui est bien désigné comme un amphithéâtre au milieu du XVIe siècle, est considéré au début du XIXe siècle comme une nomachie, c'est-à-dire un édifice pour des reconstitutions de combats navals, puis à nouveau comme un amphithéâtre à partir du milieu du XIXe siècle, un amphithéâtre attaché au sanctuaire des Trois Gaules, ce qu'il est. Nous allons, nous aujourd'hui, voir plus précisément ce qu'il en est de l'histoire de l'Odéon, et vous verrez qu'à partir du XIXe siècle, l'Odéon a généralement été considéré comme un théâtre, ce qui n'est pas une réelle erreur, puisque un Odéon a un plan très proche de celui d'un théâtre. Et d'ailleurs, l'Odéon de Pompéi est désigné dans une inscription comme un théâtre couvert. Par ailleurs, la fonction des deux monuments n'est pas toujours... la distinction dans la fonction des deux monuments n'est pas toujours très claire. On considère classiquement que l'Odéon est un lieu pour des lectures, pour des concours oratoires, pour des déclamations, pour des plaidoyers, et en tout cas pour des activités qui seraient réservées à un public cultivé plus restreint. Avant de commencer cette plongée dans des travaux et des idées des siècles précédents, il m'a paru aussi utile d'évoquer quelques généralités concernant l'ensemble des édifices de spectacle à Lyon à l'époque romaine. Là aussi, par manque de temps, il ne sera pas possible de mentionner toutes les caractéristiques de ces édifices, ni toutes les interrogations qu'on se pose encore sur ces monuments. Pour des généralités supplémentaires, je peux vous renvoyer, entre autres, à ces publications grand public parues dans le cadre de l'exposition. Vous y trouverez par ailleurs des précisions sur les jeux, des précisions rédigées par des personnes qui sont bien plus compétentes que moi pour en parler, car ma spécialité ne porte pas sur les jeux ou sur la société, mais davantage sur les vestiges archéologiques monumentaux de Lyon. Les monuments de spectacle sont, de manière générale, un des symboles les plus manifestes de la culture urbaine antique. Dans toutes les provinces romaines de l'Empire, les grandes villes en furent généralement pourvues, même si le nombre et les formes des équipements furent très variables. Et dans tout l'Empire, les jeux ont pris une telle place, si on regarde les textes de la capitale, à Rome, les jeux ont pris une telle place à Rome qu'on constate que les textes anciens, dans les textes anciens, qu'il y a cette image qui est véhiculée d'une foule en fureur qui assiste au spectacle. Une image véhiculée par les auteurs chrétiens, mais aussi une image véhiculée dans certains textes écrits par des auteurs romains. Donc une image stéréotypée d'une plèbe oisive, d'une plèbe tumultueuse, d'une plèbe désœuvrée et, comme je vous le disais, d'une plèbe prise de folie furieuse. En réalité, cette passion des jeux ne touchait pas que la plèbe, la passion des jeux touchait l'ensemble de la population, y compris les membres de l'aristocratie. Et c'est justement bien l'une des particularités fascinantes de ces édifices gigantesques, d'avoir réuni toutes les classes de la société pour partager ensemble les mêmes plaisirs sonores et visuels et ressentir les mêmes émotions fortes.
Des mêmes émotions fortes, qui plus est dans un cadre luxueux où se déployait une décoration abondante. Même si les riches avaient sans doute plus de temps pour participer au spectacle que les pauvres qui devaient travailler, les édifices de spectacle furent un des ciments de la communauté, un des ciments d'une communauté qui participait au rituel des jeux dans des occasions fort diverses, relatives aussi bien à la vie religieuse, sociale et politique, à une échelle locale, que des activités liées à la vie de ce vaste empire romain. Au sein de ces édifices, c'est ainsi une culture commune qui était entretenue par des spectacles vivants, une culture de la danse, une culture de la musique, une culture du chant et de l'oral, si l'on songe au jeu de la scène dans les théâtres. Et dans les cirques et les amphithéâtres, les valeurs de bravoure et d'endurance étaient mises à l'honneur avec des professionnels sportifs qui, pour les gladiateurs et les gladiatrices, pouvaient être aussi adulés que les pantomimes du théâtre. Au-delà d'une utilité pratique pour l'ensemble de la communauté, les édifices de spectacle constituaient par ailleurs de véritables ornements des cités, qui servaient à embellir tout en apportant la dignité et la gloire aux communautés qui les avaient dressées. La parure monumentale d'une ville devait ainsi être à la mesure de son rang ou de ses prétentions, et la simple présence sur la colline de Fourvière d'un théâtre, d'un odéon et d'un cirque exprimait la grandeur de Lyon, capitale de cité, qui plus est colonie romaine, et capitale de province, la province de Lyonnaise. Dans toutes les Gaules, il n'y a pour l'instant que 3 odéons et 4 cirques à l'existence incontestable. Et ce n'est peut-être pas le seul reflet du hasard des découvertes que de tels édifices en pierre soient connus dans les 2 cités voisines de Lyon et de Vienne. Il existait probablement une émulation entre les cités qui rivalisaient de beauté par l'architecture monumentale. La présence d'un odéon dans ces 2 villes pourrait peut-être aussi s'expliquer par l'importance de la culture grecque et peut-être que, comme à Vienne, il a existé des concours grecs à Lyon. L'importance des spectacles du monde romain se perçoit dans le nombre croissant de jours dévolus aux fêtes qui, à Rome, atteignent le nombre de 177 jours au milieu du IVe siècle, mais aussi par la place physique des édifices dans le tissu urbain et le choix même d'avoir construit des monuments permanents en pierre. Édifié vers 20 avant Jésus-Christ, peut-être non loin du Forum, le théâtre faisait partie des monuments publics en grand appareil les plus anciens de la Lugudunum romaine, fondée en 43 avant Jésus-Christ, probablement sur un site gaulois, sur un impudum gaulois. Et ce qui montre qu'une ville romaine digne de ce nom, une ville désireuse d'afficher tous les signes de la romanité, ne saurait se concevoir sans un tel édifice. La façade du bâtiment de scène du théâtre était sans doute l'un des plus hauts murs de la ville à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et le front de scène du théâtre, cet écran de colonnes et de sculptures qui se dressait devant les spectateurs, l'un des murs les plus majestueux. La superficie du théâtre est d'autant plus grande que le monument d'environ 108 mètres de long faisait partie d'un ensemble monumental plus vaste, avec une esplanade et des portiques adossés au bâtiment de scène, ce qui devait sans doute offrir aux habitants un jardin arboré en plein cœur de la ville, jardin qui pouvait en outre receler des trésors artistiques. Le théâtre et son portique étaient lui-même en connexion avec d'autres édifices, parmi lesquels une fontaine monumentale dont l'identification a été proposée il y a peu, malgré le fait que les vestiges sont devant nos yeux depuis les années 40 ou 70, parce que c'était fouillé en plusieurs étapes. Avec un collègue de l'Université de Bordeaux, Alain Bouet, nous avons envisagé l'existence d'un premier état dans le courant du 1er siècle, pourvu d'un bassin de 40 mètres de long, ce qui en ferait l'une des plus grandes fontaines des Gaules. Mais il serait utile que nous poursuivions le dossier pour proposer une restitution qui nous ferait mieux comprendre les vestiges et qui montrerait à quel point la fontaine devait contribuer à magnifier l'environnement du théâtre. Comme vous le voyez avec les exemples en bas, les fontaines monumentales présentaient fréquemment des décors sculptés étagés sur plusieurs niveaux, qui n'étaient pas sans rappeler d'ailleurs l'architecture grandiose des fronts de scène de théâtre.
Plus tard, à la fin du 1er siècle ou au 2e siècle, un imposant projet urbanistique en vue de la construction d'un odéon aurait impliqué une réduction du nymphée, un décalage de rues, mais aussi un remblaiement de boutiques, un remblaiement d'habitations, ainsi qu'un remblaiement au moins d'un monument de nature inconnue qui était aperçu sous une mosaïque du portique de l'Odéon. Avec 2 édifices théâtraux somptueux, de part et d'autre d'un monument des eaux rare, c'est un véritable quartier des spectacles dévolu au plaisir des sens qui s'est créé progressivement. Quant au cirque, son existence est assurée par 3 blocs inscrits, trouvés en réemploi, dont vous avez le texte de 2 d'entre eux ici, nous évoquerons le 3e bloc plus tard. L'un des blocs mentionne la construction de 500 places au cirque, sans doute s'agissait-il de places d'honneur. Un autre bloc mentionne la restauration de ces mêmes 500 places à la fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle. Il ne reste rien de visible du cirque de Lyon, au contraire du cirque de Vienne, et rien ne prouve que la mosaïque du cirque trouvée en 1806 dans une domus de la presqu'île soit une représentation fidèle du monument lyonnais, puisqu'il est encore impossible de confronter la représentation aux vestiges. Dans un mémoire universitaire sur les monuments de Lyon, il y a quelques années, puis dans un article publié avec une collègue du service archéologique municipal, Michel Monin, j'ai proposé de localiser le cirque au cimetière de Loyasse, sur la base d'une interprétation de vestiges dégagés anciennement, mais aussi en considérant la topographie, le tracé des rues et une anomalie du parcours de l'aqueduc du Gier. Dans cette hypothèse, la longueur du cirque pouvait avoisiner 370 mètres de long. Alors, dans toutes mes conférences, il me semble toujours utile d'insister sur le statut d'une hypothèse scientifique, car beaucoup de chercheurs, et par conséquent le public, confondent l'hypothèse et la certitude. Quelle que soit la science, les chercheurs sont payés pour remettre en cause des hypothèses scientifiques qui leur semblent manquer de fondement, et payés pour faire des hypothèses scientifiques qui répondraient mieux aux données. Les hypothèses scientifiques sont des possibilités, jusqu'au jour où un chercheur peut démontrer que l'hypothèse est la seule possibilité, ou que l'hypothèse formulée est impossible, ou encore jusqu'au jour où l'hypothèse n'en est plus une, parce qu'elle serait devenue une certitude grâce à des nouveaux éléments incontestables. Dans cette hypothèse de localisation du cirque, la construction d'un édifice d'une telle longueur, si proche de la ville, aura sans doute impliqué un autre chamboulement urbanistique avec un cirque qui, au IIe siècle après Jésus-Christ, aura pris la place de constructions antérieures. Le 4e édifice de spectacle connu des Lyonnais est un amphithéâtre qui fut érigé par un riche Gaulois de Saintes et sa famille pour le statut de l'empereur Tibère. L'amphithéâtre de la Croix-Rousse est le seul monument visible en surface du sanctuaire de Rome et d'Auguste, qui comportait un autel monumental devenu mythique, un temple tout aussi fantomatique, et d'autres constructions votives ou honorifiques connues par quelques blocs. Un réseau de galeries souterraines d'une ampleur remarquable et à l'organisation étonnante, inconnu des chercheurs jusqu'à récemment, alors que les ouvrages ont été redécouverts il y a bien longtemps, faisait peut-être aussi partie des infrastructures intégrées dans le sanctuaire et gérées par l'association des Trois Gaules. Pour avoir des informations plus précises sur la datation, on attend cependant que soient publiées de manière intégrale et précise toutes les datations radiocarbone sur les arêtes de poissons et sur les sarrasinières le long du Rhône. Depuis le XIXe siècle, on suppose que le sanctuaire des Trois Gaules n'a pas été élevé sur le sol de la colonie de Lyon, mais sur un territoire indépendant. L'amphithéâtre de la Croix-Rousse n'est ainsi généralement pas considéré comme un monument de Lugudunum. Il faut quand même avouer qu'il nous manque des données pour comprendre ce qu'il en était réellement. Ce qui est certain, c'est que les notables les plus influents d'une soixantaine de cités des Gaules et une foule de participants se rassemblaient dans le sanctuaire pour honorer Rome et l'empereur dans des fêtes fastueuses. Lieu de piété où se manifestait le loyalisme des notables gaulois, le sanctuaire était aussi un lieu d'exaltation de ces notables, et ce sanctuaire mettait en scène le pouvoir de ces Gaulois de 3 provinces, les provinces de Gaule-Aquitaine,
de Gaulle lyonnaise et de Gaulle belgique, dont les réunions avaient une dimension politique. Le sanctuaire était ainsi un espace de représentation des notables gaulois qui s'exerçait à travers la statuaire, mais aussi qui s'exerçait dans l'amphithéâtre. Comme dans tout édifice de spectacle, il s'agissait de voir, mais également d'être vu. Et l'on pourrait dire que le public faisait également partie du spectacle. D'ailleurs, les personnalités de marque faisaient leur apparition dans les édifices en étant accueillies par des acclamations et des applaudissements. Rapportons une anecdote de Suétone, qui est peut-être fausse, mais qui permet d'illustrer l'importance de l'entrée au spectacle et qui concernait le sanctuaire. Selon l'historien, le sanctuaire, selon l'historien, la raison de l'assassinat de Ptolémée, roi de Maurétanie, par Caligula, réside dans une jalousie de l'empereur. Lors de jeux, qui sont généralement placés au sanctuaire des Trois Gaules, en 40 après Jésus-Christ, Ptolémée aurait attiré trop les regards du public avec son manteau pourpre éclatant, alors que l'empereur, qui avait donné les jeux, s'attendait à recueillir tous les honneurs. À l'époque impériale, le public était assis sur les gradins des édifices en respectant une organisation rigoureuse selon la place de chacun dans la société, une place qu'il n'est pas toujours simple de restituer car elle dépendait de différents critères, et l'honneur d'avoir sa place réservée était une récompense accordée par la cité. Parmi les quelques blocs de gradins trouvés dans l'amphithéâtre au XIXe siècle, nous avons la chance de connaître des blocs d'une première rangée de gradins avec des places attitrées pour des délégués des cités. Les abréviations du nom des cités témoignent d'une organisation en partie alphabétique, peut-être par province. Nous connaissons aussi des bribes d'inscriptions qui se rapportent à d'autres places réservées pour des personnes précises ou pour des groupes tels que des prêtres, des membres de corporations ou même des invités de cités de Narbonnaise. Parce que ce sanctuaire fédéral de Rome d'Auguste était l'un des ensembles monumentaux les plus importants des Gaules romaines, les vestiges de l'amphithéâtre sont inestimables pour l'histoire des Gaules. Ce qui fait par ailleurs l'importance du monument aujourd'hui est le fait qu'il s'agit d'un des plus anciens amphithéâtres datés des Gaules. Mais aussi qu'il a vraisemblablement été le témoin d'un des épisodes du premier martyr chrétien connu en Gaule. En 177, six chrétiens ont été martyrisés dans un amphithéâtre qui a été identifié à l'amphithéâtre de la Croix-Rousse. Les exécutions capitales infamantes avec des condamnés à mort livrés aux bêtes étaient certes une réalité, mais il est difficile de savoir quelle était leur fréquence dans le programme habituel des festivités dans les édifices de spectacle, quand bien même une autre damnatio ad bestias évoquée dans un texte a pu se dérouler en ce lieu. Selon Tacite, un Boïen qui se prenait pour un dieu et un libérateur des Gaulois, et qui avait rassemblé 8000 hommes contre Vitellius, a été livré aux bêtes par l'empereur en 69 après Jésus-Christ. La mise à mort de ce Maricus dans un munus impérial est généralement placée lors du séjour de l'empereur à Lyon et a pu se dérouler dans l'amphithéâtre des Trois Gaules. Dans le cas de cette insurrection, durement punie pour l'exemple, comme dans le cas du martyr chrétien, nous sommes face à des événements exceptionnels connus par des textes, mais qui n'ont pas laissé de traces matérielles. Les personnes mises à mort dans l'arène étaient considérées par la population ou par les représentants du pouvoir comme des criminels ou des incitateurs pour fomenter une sédition, comme cela apparaît clairement dans le texte concernant Maricus. Dans le cadre des martyrs chrétiens, ce n'est pas l'empereur, ce n'est pas non plus le gouverneur qui en est à l'origine, mais la population. De manière tout à fait anachronique, on peut se demander si cette pratique de condamnation publique est si différente de ce qu'on a connu par la suite pendant des siècles avec des personnes que l'on exécutait sur une place de marché et la population qui venait assister au spectacle morbide. Quoi qu'il en soit, tout ceci ne doit pas faire oublier que les amphithéâtres servaient avant tout à des combats sportifs très techniques de gladiateurs et de quelques gladiatrices qui étaient des professionnels adulés par les foules et bien payés et qui quittaient l'arène le plus souvent vivants. D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir trouvé anciennement à Lyon
une stèle funéraire d'un gladiateur, la stèle que vous avez sur le diaporama qui est visible au milieu, qui est peu connue des Lyonnais parce que la stèle est exposée au musée de Sens. Ce gladiateur du nom d'Hylas n'est pas mort dans l'arène. Son épitaphe, élevée par sa femme, précise qu'il avait reçu la rudis, une baguette, symbole de sa libération après la fin de son engagement. L'éditeur, qui dépensait une fortune pour quelques jours de jeu, s'efforçait d'émerveiller le public par des spectacles mémorables, mais aussi par les monuments eux-mêmes, enfin du point, les monuments eux-mêmes contribuaient à l'émerveillement grâce à la noblesse conférée par les ordres d'architecture et les ornements, grâce à la richesse des marbres, grâce au luxe et à la variété de la décoration sur différents supports, de même grâce au recours à une ingénierie spécifique. Par exemple, les nombreux fragments en marbre trouvés dans les fouilles anciennes du parc archéologique de Fourvière, qui se rapportaient au théâtre, à l'Odéon, au portique, voire au nymphée, montrent l'investissement financier des notables avec des matériaux qui proviennent de tout l'Empire. Des pièces d'architecture et de sculpture témoignent par ailleurs du haut degré de qualification des artisans auxquels on a fait appel, qui étaient peut-être en partie des sculpteurs d'Asie mineure. Ces sculptures démontrent que le décor de monuments en Gaule n'avait parfois rien à envier à celui de monuments en Italie. En considérant l'iconographie, de même que leur monumentalité, des sculptures de sirènes de près de 3 mètres de haut sont d'ailleurs exceptionnelles dans toute la sculpture gréco-romaine et permettent d'imaginer comment le décor contribuait à transporter le public dans un autre univers. On le voit bien avec l'amphithéâtre du Sanctuaire des Trois Gaules, mais il devait en être de même du théâtre, de l'Odéon et du cirque de Lyon. Ces monuments que nous appelons des édifices de spectacle ne servaient pas pour de simples divertissements, ou du moins, ces divertissements se déroulaient fréquemment dans le cadre de fêtes religieuses durant lesquelles les spectacles étaient offerts aux divinités. Ainsi, les jeux étaient précédés de sacrifices. Les jeux du cirque à Rome s'ouvraient habituellement par une pompa, une procession dans la ville, avec les images des dieux conduites jusque dans une loge au cirque. Il n'est alors pas exagéré de dire que les dieux faisaient partie du public. On ne s'étonnera pas également de la proximité fréquente d'un édifice de spectacle et d'un temple, même si les jeux pouvaient être offerts à des divinités très diverses en fonction du calendrier. Si on poursuivait un jour les fouilles sur l'esplanade du théâtre et de l'Odéon de Lyon, ce qui serait une très mauvaise idée pour l'instant, il y a d'ailleurs fort à parier qu'on retrouverait une installation cultuelle. Des chapelles ou des temples ont en outre pu être construits au sein même des édifices. C'est le cas pour l'amphithéâtre du Sanctuaire des Trois Gaules, dans lequel il existait une chapelle sous une tribune. Le théâtre voisin de Vienne fournit par ailleurs l'exemple d'un temple en partie supérieure de la cavea, probablement un temple dédié à Apollon, en raison de l'iconographie delphique de chapiteaux qui peuvent lui être attribués, et à l'image de ce qu'on rencontre à Rome, où vous aviez un temple d'Apollon au-dessus du théâtre de Marcellus. Les fêtes religieuses font partie de la vie spécifique d'une cité, mais d'autres événements particuliers à la vie de la vie de cette cité pouvaient donner lieu à des spectacles, tels que la dédicace d'un monument, l'entrée en charge d'un magistrat, l'accès à une prêtrise, le décès d'un notable éminent, un anniversaire à commémorer, etc. Les événements liés à la vie de l'Empire, de l'empereur ou de la famille impériale étaient également célébrés par des jeux à Rome, mais aussi dans les provinces. Les jeux devinrent ainsi un instrument de la célébration de la famille impériale et un outil pour asseoir la popularité du prince et des notables, sans compter que pour l'empereur, comme pour les dirigeants d'une ville, ces jeux étaient aussi une manière de connaître l'opinion publique. En raison du lien entre les édifices de spectacle et les honneurs rendus à l'empereur ou à la famille impériale, la présence de statues impériales est attendue au sein des édifices de spectacle ou dans le voisinage, et il n'est pas étonnant non plus que nous ayons découvert des inscriptions mentionnant des empereurs. Nous avons déjà vu pour l'amphithéâtre que le monument fut dédié à l'empereur, comme le montrent ces deux blocs exposés qui sont célèbres pour le texte de la face antérieure. Bien que lacunaire, une autre inscription tout aussi importante ornait l'amphithéâtre,
peut-être une tribune. Vous avez ici des bribes d'une titulature impériale d'un empereur qui pourrait se rattacher, cette inscription, à une phase de restauration ou de décoration du monument sous le règne de cet empereur. Concernant la décoration de cet amphithéâtre, une interrogation oubliée d'Amablodin mérite d'être rappelée, car on a présenté pendant des siècles une hypothèse du XIXe siècle comme une certitude qu'on a répétée inlassablement. Il est justifié de se demander si les célèbres frises de guirlandes de chêne reliées à des haches de licteurs ornées de têtes humaines ne proviennent pas de l'amphithéâtre, plutôt que de l'hôtel des Trois Gaules. Il n'est pas inutile de rappeler que les fragments ont été trouvés en remploi à une douzaine de mètres de l'amphithéâtre. Concluons cette présentation générale sur l'importance de ces spectacles de masse divertissants et luxueux, dont l'organisation était une très lourde charge pour les notables, mais aussi un devoir pour les notables, devoir de procurer du plaisir à chacun, et événement important de ces spectacles qui permettaient, comme le disait un collègue, de faire cette rencontre entre les hommes au pouvoir et leurs administrés. Retenons par ailleurs toute l'ambiguïté de ces monuments de spectacle, qui sont aussi en quelque sorte des monuments religieux, dans le sens où ils servaient de cadre à des fêtes qui ponctuaient la vie de la communauté. C'est aussi sous l'angle de la place de la religion et des croyances, il y a quelques siècles, que nous pouvons aborder la seconde partie de cette conférence, qui va concerner l'historiographie de la redécouverte et de l'interprétation d'un des édifices de spectacle de Lyon. Dans cette histoire moderne sur les édifices, il n'est nullement question du théâtre au départ, mais seulement de l'Odéon et de l'amphithéâtre. Pourquoi ? Parce que ce théâtre, le théâtre de Fourvière, semble avoir entièrement disparu du paysage à une époque indéterminée et ne fut dégagé partiellement qu'à la fin du XIXe siècle, avec une motivation du fouilleur que l'on pourrait qualifier quasiment de religieuse, puisqu'il voulait dégager les vestiges de l'amphithéâtre des Martyrs et qu'il pensait l'avoir fait. On peut certes nuancer l'idée d'une disparition complète de l'édifice, car le plan scénographique du milieu du XVIe siècle montre l'affleurement de quelques maçonneries, ce que vous avez à droite. Ici, comme ailleurs à Fourvière, où le cœur de la ville antique fit place à des vignes, des paysans avaient sans doute une connaissance de l'existence d'un vieil édifice en ce lieu, mais, comme je disais, les fouilles officielles sur ce monument sont relativement récentes. On ne connaît pas toutes les étapes de l'agonie du monument, du théâtre, et toutes les étapes de la récupération de ces blocs, mais les récupérations ont pu se faire sur un temps long et pour des contextes fort divers. C'est en jouant un vaste puzzle à l'échelle de la ville et sur une longue durée que l'on peut arriver à identifier des bribes de blocs et de sculptures des différents monuments qui composaient la ville, et ainsi avoir quelques données chronologiques sur leur emploi et leur usage. En haut à gauche, vous avez l'exemple d'un bloc qui provient avec certitude du théâtre et qui fut retaillé en sarcophage durant l'Antiquité tardive pour être remployé dans la nécropole de Saint-Just, où il fut découvert en 1971, mais identifié en 2016. La situation est bien différente entre le théâtre et l'Odéon, sur lequel je vais m'appesantir. Non pas que l'Odéon n'ait pas aussi servi de carrière de matériaux durant des siècles, mais une partie du squelette du monument, les maçonneries en petit appareil du mur extérieur de la cavea, a toujours été visible. L'Odéon fait partie de ces monuments antiques qui n'ont jamais disparu du paysage et qui ont survécu à des siècles d'occupation et des siècles de destruction. Pendant toute l'époque médiévale, ce secteur de Fourvière ne correspond pas du tout à une colline qui prie, et l'église du XIIe siècle sur l'esplanade de Fourvière était au départ bien modeste. La colline va se couvrir de couvents seulement à partir du XVIe siècle. Comme d'autres ruines antiques, encore en élévation à Fourvière, l'Odéon était alors intégré dans des propriétés privées de simples particuliers, dont certains avaient d'ailleurs leur maison dessus. Quoi qu'il en soit, la ruine était visible de tous, ce qui explique qu'il a nécessairement dû exister des légendes et des interprétations fantaisistes anciennes que des textes n'ont malheureusement pas consignés. Donner un nom à un vestige le fait vivre
en l'intégrant dans le paysage et dans un quotidien. Le récit attaché à une ruine lui donne davantage d'existence et permet une relation plus intime avec le monument. Les premières mentions de l'Odéon conservées semblent remonter au XIIe siècle, avec une désignation qui intègre le mot sarrasin. Au moins à partir du XIIe siècle, on parle du palais que firent les Sarrasins, puis des grottes des Sarrasins, de la grosse maçonnerie des Sarrasins, etc. Que viennent faire les Arabes ici? Absolument rien, mais le terme est très commun pour désigner des ruines romaines en France à l'époque médiévale et moderne. Tout le sujet est celui de la naissance d'interprétations farfelues en raison d'un nom qui a été donné à une ruine, nom qui n'avait au départ sans doute ou peut-être aucun rapport avec les Sarrasins. Sarrasin semble avoir été utilisé comme synonyme de païen et donc synonyme de romain. L'imaginaire collectif faisant ensuite son œuvre dans les interprétations de ruines, tantôt construites par les Sarrasins, ce qui est d'ailleurs le cas justement dans la première occurrence au XIIe siècle, tantôt détruits par les Sarrasins. C'est ce qu'on va retrouver surtout par la suite, au moins jusqu'au XIXe siècle ou encore aujourd'hui. Au XIXe siècle, fréquemment, des érudits croyaient que le monument avait été détruit par les Sarrasins. Pour les vestiges antiques, on n'a évidemment pas besoin de forces étrangères pour expliquer la ruine des monuments qui, pendant des siècles, ont servi de carrière de matériaux, et certains emplois sont d'ailleurs bien documentés par les textes. En fait, jusqu'aux lois de protection des monuments, les édifices ont été détruits, même au XIXe siècle, pour construire de nouveaux édifices, pour construire des lignes de chemin de fer, pour construire des lignes de funiculaires, etc. Pour l'amphithéâtre, il est d'ailleurs ironique de constater qu'on a cherché pendant longtemps un édifice qu'on a en même temps détruit. Même des monuments auxquels la population a pu être attachée ont pu être détruits à des périodes récentes. Ainsi, le tombeau des deux amants, qui a survécu à plus de 15 siècles, qui a donné lieu à diverses légendes romantiques et interprétations fantaisistes, auprès duquel les amants se juraient un amour éternel, qui a servi de cadre à des romans, qui était visité par des touristes français et étrangers, a été bêtement détruit par les autorités en 1707 parce qu'il gênait la circulation. Pour revenir à l'Odéon, au moins au XIIIe siècle surgit une autre idée, celle du palais d'Hérode. Ainsi, un moine dominicain aurait fait allusion aux ruines de l'Odéon lorsqu'il évoqua le palais d'Hérode. L'exil à Lyon du souverain Hérode Antipas, qui a fait décapiter Jean-Baptiste, de même que la mort de Ponce Pilate à Lyon, cet exil à Lyon, des deux, fait partie de tout un folklore local et régional qui n'a pas de réalité historique et archéologique et que l'on va retrouver durant des siècles dans l'interprétation de différentes ruines. D'ailleurs, dans une des nombreuses interprétations fantaisistes anciennes du tombeau des deux amants, certains y voyaient le tombeau d'Hérode et de sa femme Hérodias. Le XVIe siècle, avec le mouvement de la Renaissance et un intérêt grandissant pour les vestiges antiques, marque un tournant pour l'interprétation de l'Odéon, qui est alors enfin identifié par les savants comme un édifice de spectacle romain. Cependant, pendant des siècles, l'interprétation des érudits va hésiter principalement entre un théâtre et un amphithéâtre. Et pas n'importe lequel des amphithéâtres, l'amphithéâtre des martyrs. C'est-à-dire cet édifice où, en 177 après Jésus-Christ, 6 des 47 chrétiens de Vienne et de Lyon martyrisés sont morts, selon une liste des martyrs que l'on peut reconstituer à partir de différentes sources. Nous pouvons donc remarquer que, dès le XVIe siècle, au moins, le site va être attaché à cette histoire qui a forgé une partie de l'identité lyonnaise, liée à cette revendication de la ville d'être un des foyers du christianisme dans le monde occidental. La mémoire a besoin de textes, mais aussi de vestiges tangibles pour se perpétrer ou se construire. Les vestiges antiques deviennent des témoins, comme des martyrs, et servent de support pour se souvenir, pour commémorer. Certains vestiges antiques deviennent quasiment des reliques qui incarnent une tradition. L'interprétation de l'Odéon comme amphithéâtre des martyrs peut ainsi être reliée à d'autres interprétations qui vont concerner notamment le quartier des Minimes, mais pas seulement. Il s'agit de trouver des traces des martyrs dans des vestiges comme dans des noms,
ce qui donne lieu à différentes interprétations fantaisistes sur l'étymologie. Ainsi, le gourguillon, une simple rigole qui descend la colline d'Escarpé, se transforme au XVIe siècle en gorge de sang, gourgues sanguinis, de dizaines de milliers de martyrs légendaires. Gorge de sang descendue de la colline qui a rougi le cours de la rivière qui d'Arar est devenue Sangona, la Saône, du sang des martyrs. Et ce sang remonta, dit le texte, à contresens le cours de l'eau qui se teinte en rouge jusqu'à Mâcon. De la croix de Colle, dans le quartier des Minimes, qui devait être simplement une croix sur la colline, on en a fait la crux decollatorum, la croix des décollés, c'est-à-dire des martyrs décapités. Le caveau de Saint-Potin, qui est cité pour la première fois à la fin du XVIIe siècle, est une illustration de ce besoin de vestiges associés aux martyrs. L'invention du lieu est le fait des sœurs visitantines au XVIIe siècle, mais la ferveur s'est accrue après 1689, lorsque la mère supérieure du couvent aurait vu en songe Saint-Potin. On montrait alors la pierre qui avait servi de reposoir à Saint-Potin dans sa prison. Une autre pierre de Saint-Potin a été montrée au Moyen-Âge à Ainay. On montrait la colonne où des martyrs furent attachés, le sang desséché sur la colonne, des anneaux de fer rouillé, et avec des raclures de la colonne et de la voûte, une poudre miraculeuse était confectionnée. Une légende ou une interprétation n'en chasse pas une autre. Elles coexistent. Ce qui fait qu'à la même époque, pour désigner l'Odéon, on a pu parler du palais, du théâtre, de l'amphithéâtre. Dans le texte de Guillaume de Paradin de 1573, qui est le premier publié qui ait fait mention de l'hypothèse de l'amphithéâtre, il faisait d'ailleurs coexister l'idée d'un palais et celle d'un amphithéâtre, avec des monuments qui auraient pu être côte à côte. Quant à l'hypothèse d'un théâtre et d'un amphithéâtre, elles vont non seulement coexister, mais également fusionner pour mener à l'appellation parfois de théâtre des martyrs. On peut voir cette confusion entre le théâtre et l'amphithéâtre, par exemple dans la légende de cette gravure publiée en 1673, où Jacob Spon emploie le mot théâtre, mais en même temps mentionne des voûtes pour, je cite, servir de prison aux bêtes qu'on faisait combattre, comme il mentionne, je cite, le lieu des arènes où se faisaient les combats et les jeux. En fait, ces égarements dans le vocabulaire et ces égarements dans les fonctions données aux monuments ne sont guère surprenants dans la mesure où la confusion entre théâtre, amphithéâtre et même cirque, c'est une confusion qui est très fréquente chez les érudits jusqu'au XIXe siècle. À Lyon, il faut attendre le XIXe siècle pour que l'appellation de théâtre soit vraiment clarifiée et adoptée par la majorité. Théâtre, je le rappelle, pour le monument qu'on appelle aujourd'hui Odéon. En 1914, Rogatien Le Nail proposa le premier d'y voir un théâtre couvert, comme à Pompéi, à côté d'un théâtre à l'air libre, c'est-à-dire le premier en fait à songer à un Odéon. Mais son idée ne pourra pas triompher avant la fouille du théâtre que l'on connaît, la fouille donc, du monument qui est à côté. Donc son idée ne pourra pas triompher avant le XXe siècle, puisque jusqu'en 1933, on pensait que le théâtre était un amphithéâtre. L'importance de l'Odéon a été signalée de longue date par les érudits, et on a vu notamment quels mots emphatiques furent employés par Guillaume de Paradin en 1573, parlait de grande œuvre, merveilleuse brisée, somptueux bâtiments, admirable architecture. Cela n'empêche pas que les destructions du patrimoine archéologique liées à l'activité humaine se sont poursuivies à la Renaissance et après. Dans ces activités qui ont été destructrices en patrimoine archéologique, on peut distinguer 4 types de motivations. Revenons tout d'abord à l'une des raisons, à la raison traditionnelle de destruction liée à la récupération des matériaux et aux constructions modernes. Ainsi, lorsque l'Odéon fut intégré au couvent des Frères Minimes, il connut des dommages au XVIIe, XVIIIe siècle, et François Artaud, au début du XIXe siècle, emploiera même le terme de vandalisme pour qualifier les destructions. Le couvent des Frères Minimes fut démantelé à la Révolution, les terrains furent vendus à des particuliers qui, eux aussi, firent des découvertes et des destructions non renseignées lors de minages de terrain. À partir du milieu du XIXe siècle, un nouveau couvent s'établit sur le site, ce qui a naturellement conduit à de nouvelles constructions et donc
naturellement à de nouvelles destructions, dont on a de rares bribes dans la documentation. Au XIXe siècle, on dénonce par exemple le fait que les matériaux du monument auraient été arrachés par les sœurs pour faire une construction voisine. On peut regretter les destructions de vestiges antiques, mais on peut aussi regretter, se désoler, qu'avec les fouilles officielles du XXe siècle, qui débutèrent en 1933 pour le théâtre voisin et en 1942 pour l'Odéon, toutes les constructions qui n'étaient pas antiques ont été détruites, nous privant de données matérielles pour reconstituer la vie sur un site à différentes époques, au moins du Haut Empire romain jusqu'à aujourd'hui. Puisque finalement, la vie de ces communautés sur le site fait autant partie de l'histoire du site que la vie de ces vestiges à l'époque romaine. Une autre raison de destruction du patrimoine archéologique est liée paradoxalement aux fouilles archéologiques anciennes. Il a existé des fouilles archéologiques sous la direction de François Artaud vers 1825, mais malgré quelques plans et malgré des descriptions, ces fouilles ne sont pas documentées dans le détail, tout simplement parce que c'était une autre époque, avec une archéologie scientifique naissante, où il n'y avait pas les mêmes attendus, où il n'y avait pas les mêmes exigences qu'aujourd'hui, en termes de documentation d'une fouille et de gestion du mobilier. À Lyon, comme ailleurs, pour la connaissance des monuments, nous sommes tributaires de la façon dont ils ont été documentés par nos prédécesseurs. Et quantité d'informations n'ont pas été soigneusement consignées lors des fouilles anciennes. Ce problème concerne également les fouilles du XXe siècle, du théâtre, de l'Odéon et de l'amphithéâtre. Toute discipline scientifique évolue, et la discipline archéologique a considérablement évolué en quelques décennies à la fin du XXe siècle, dans ses méthodes, dans son organisation, dans ses thématiques de recherche, mais aussi dans son rapport au patrimoine, à la conservation des vestiges et à la conservation des données. Il faut ajouter que la mise au jour de maçonnerie les expose aux intempéries et qu'on ne peut pas laisser à l'air libre des vestiges bimillénaires sans les restaurer. Ce problème-là, de vestiges qui ont été mis au jour et qui n'ont pas été restaurés, ne concerne pas tant l'Odéon, parce que pour ces fouilles de François Artaud, les sondages ont été comblés, mais concerne plutôt le monument voisin, le théâtre. À la fin du XIXe siècle, les ruines du théâtre ont été fragilisées par les fouilles d'Adrien Lafont, qui n'avait pas des moyens pour sauver les vestiges qu'il avait mis à jour et qui sont restés à l'air libre pendant des décennies, ces vestiges qui pensaient être ceux de l'amphithéâtre. Si l'on revient à l'Odéon, à ces fouilles officielles du XIXe siècle, qui avaient comme objectif d'en savoir plus sur le monument d'un point de vue scientifique, ajoutons les fouilles des sœurs du couvent avant 1933, fouilles qui étaient motivées par un élan religieux en lien avec la recherche de l'amphithéâtre des martyrs, amphithéâtre, comme vous le savez, du coup, dont on pensait avoir découvert une partie des vestiges dans la parcelle voisine à la fin du XIXe siècle. Aimable-Audin nous donna une brève description du labeur des sœurs sur un ton un peu moqueur. Il évoque que, vers 1930, avec des moyens quasi inexistants, la mère supérieure engagea des recherches clandestines, dit-il, et souterraines. Aidées d'un jardinier, les sœurs creusèrent des galeries, découvrant des vestiges archéologiques, dont une mosaïque qui fut plusieurs fois redégagée et plusieurs fois recouverte par la suite. Donc ça, c'est la troisième raison de destruction du patrimoine archéologique. Revenons-en à la quatrième raison. On a oublié enfin quelles furent les premières fouilles à l'Odéon, documentées du moins. Première fouille qui, elles, n'étaient pas du tout motivées par des considérations historiques, archéologiques, patrimoniales ou religieuses, mais par des recherches de trésors sur fond de superstition. Nous avons la chance d'avoir conservé une description d'une des entreprises. Voici l'histoire qui nous ramène en arrière au XVIIe siècle. Au début du XVIIe siècle, un homme aurait proposé au propriétaire de l'Odéon, qui habitait au-dessus, de faire des fouilles sous sa cuisine pour retrouver la vaisselle d'argent et des statues en or, dont le fameux veau d'or. Le récit est quelque peu teinté de judéophobie, parce que le propriétaire est qualifié de gentilhomme chrétien et sa famille vivait dans la crainte de Dieu, tandis que le tentateur n'avait d'autre identité que celle d'être juif. Poussé par les ardeurs de sa fille, piqué par la curiosité et l'aventure, et malgré les craintes de sa femme,
qui ne voulait pas que son mari pactise avec le démon, dit le texte, le propriétaire aurait fini par accepter de pratiquer des fouilles, ce qui, soi-disant, aurait impliqué qu'il donne, je cite, un cheveu de sa tête ou une graine de raisin de sa vigne ou quelque chose qui lui appartint. Lors des travaux, au fur et à mesure que les ouvriers auraient vu et entendu les précieuses statues, le texte nous dit que le démon les aurait emportées et un ouvrier aurait été mort de frayeur, tandis que d'autres auraient été marqués par le démon. Comme dans bien des cas dans ces récits faisant intervenir des forces démoniaques ou surnaturelles, la source n'est ni fiable ni de première main. L'histoire, qui s'est déroulée peu avant 1628, est rapportée dans un manuscrit rédigé à la fin du XVIIe siècle, de 1693 à 1695, par une sœur qui est entrée au monastère de la Visitation Sainte-Marie à l'Anticaille en 1659, donc le monastère juste en face. Les faits auraient été contés originellement par la fille du propriétaire de l'Odéon, qui serait rentrée au couvent en 1628, comme pour expier sa curiosité fautive et chercher alors le véritable trésor, celui de la perle évangélique. Les circonstances véritables de l'entrée au couvent de la jeune fille ont sans doute été moins palpitantes. Il n'est pas inutile d'ajouter que, selon ce même manuscrit, la fille du propriétaire, cette sœur qui s'appelait ensuite Marie-Madeleine, avait eu au couvent des visions d'une sœur défunte, avec qui elle avait coutume, je cite, de s'exciter à la parfaite mortification des sens, et après le décès de sa sœur complice de jeux mortifères, Marie-Madeleine continua, je cite, ses actes héroïques de mortification, que ce soit en buvant l'eau sale du linge lavé ou en jouissant des odeurs de puanteur de corps gangrénés. Autre temps, autre mœurs. Sœur Marie-Madeleine et la sœur rédactrice du récit ne manquaient sans doute pas d'imagination, d'inventivité et peut-être de crédulité. Quoi qu'il en soit, la recherche de trésors est réelle et elle est corroborée par d'autres sources. Ajoutons que la recherche complètement irraisonnée du veau d'or, qui remplace la recherche de la chèvre d'or dans le sud, était en fait assez commune et répandue dans toute la France, comme dans différents pays, et se pratiquait souvent à proximité de ruines, qu'elles étaient antiques ou médiévales. Si on devait faire un recensement systématique de ces recherches insensées, on serait impressionné par l'ingénuité de la population jusqu'à des périodes récentes, mais aussi par les risques inconsidérés qu'ont pris ces chasseurs de trésors. Bien entendu, à l'Odéon, le veau d'or n'a pas été trouvé, puisqu'il n'existe pas, mais cela a dû être un saccage archéologique répété. Le véritable trésor est justement archéologique, historique et patrimonial, mais la construction d'un patrimoine protégé ne pourra se faire progressivement qu'au XXe siècle pour les vestiges actuels du parc archéologique de Fourvière. D'ailleurs, en 1905, lorsque l'Odéon fut classé monument historique en tant que théâtre, les murs, restés à l'air libre depuis des siècles, constituaient une ruine croulante, et c'est plus tard, lors du dégagement complet de l'édifice, que le monument put enfin être restauré. On pourrait faire une conférence exclusivement sur les fouilles de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle au parc archéologique, mais nous arrivons au terme de cette conférence, j'arrive au terme de mes propos, et je n'en dirai juste que quelques mots. C'est par une volonté politique forte qu'un patrimoine a pu se construire. À partir de 1930, le maire Édouard Herriot s'arme de patience pour convaincre de l'intérêt de fouiller le théâtre, qu'on considérait alors comme un amphithéâtre, pour réunir une équipe, trouver de l'argent, négocier avec les propriétaires des terrains, principalement la mère supérieure du couvent de la Compassion. Les fouilles commencèrent en 1933 et finalement, la recherche d'un édifice a conduit au dégagement de tout un quartier de 1933 jusqu'aux années 1970. Pour le XXe siècle, il s'agit de la plus grande fouille archéologique de Lyon et du plus grand chantier de restauration si l'on considère les moyens humains et financiers, si l'on considère la durée des travaux, si l'on considère les découvertes réalisées qui furent à la hauteur des efforts, dont les efforts financiers pour également acheter les terrains afin que les Lyonnais et les touristes puissent jouir de ce patrimoine. Ces fouilles de Fourvière ont d'abord été un élan pour la recherche archéologique, et à partir de 1938, germe l'idée de la création d'un grand musée
pour réunir toutes les collections archéologiques trouvées à Lyon et dans les environs. Grand musée qui réglerait par ailleurs un problème de place pour le musée des Beaux-Arts qu'il fallait décongestionner. Le projet de ce grand musée va mettre quelques décennies avant de se concrétiser et d'autres idées, comme la création d'un centre d'études, ne verront pas le jour. Au moment de la création de ce grand musée, qui fut inauguré en grande pompe en 1975, la situation patrimoniale est problématique à Lyon, comme dans bon nombre de villes de France, avec la destruction massive de vestiges archéologiques sans moyens pour les documenter. Dans les années 70, devant la difficulté de sauvegarder les vestiges qu'on mettait à jour massivement à Lyon, et devant la difficulté de faire des fouilles dans de bonnes conditions, le site, les théâtres et le musée ont pu apparaître comme une vitrine de l'archéologie, avec des vestiges qui étaient mis sous cloche et permettaient de se dédouaner des destructions qui étaient menées en parallèle. Il a fallu de l'énergie, il a fallu des combats pour organiser une archéologie de sauvetage, puis une archéologie programmée, avec des moyens financiers afin de documenter des vestiges archéologiques affectés par les travaux d'aménagement. Aujourd'hui, avec ce parc archéologique de Fourvière, unique en France, qui est gratuit, qui est ouvert tous les jours, ce qui est extrêmement rare, un site archéologique de telle ampleur gratuit, avec des vestiges dégagés depuis presque un siècle pour certains, ou des vestiges qui ont toujours été en partie visibles pour l'Odéon, des vestiges qui sont classés, et des vestiges qui ont pesé fortement en faveur de l'inscription d'un secteur de Lyon sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité en 1998, on en oublierait presque que des moyens conséquents ont été donnés pour le dégagement des vestiges, mais non pour leur étude scientifique, qui requiert aussi de l'argent, un travail par des spécialistes dans différents domaines, mais aussi, ce qu'il y a de plus précieux, du temps. Aujourd'hui, nous sommes au début d'une nouvelle histoire qui s'écrit sur ces vestiges, avec la prise de conscience de la nécessité de mieux les documenter, de mieux les valoriser pour le public, mais aussi d'assurer leur transmission aux générations futures par de nouvelles restaurations qui sont indispensables. On croit toujours que le patrimoine est immuable, alors qu'il s'agit d'un héritage fragile qui nécessite des efforts constants pour sa conservation, et peut aussi finir sur le fait qu'il ne saurait y avoir de valorisation de vestiges sans prendre le temps de mener des études scientifiques. Je vous remercie.